Bonjour chers téléspectateurs. Aujourd'hui on présente une nouvelle émission Parcours d'excellence et on a le plaisir d'inviter quelqu'un qu'on connaît tous, donc un ancien international qui se nomme Monsieur Alassane Ndour. Donc merci d'être présent aujourd'hui et d'avoir répondu à notre invitation. Alors aujourd'hui si vous avez à vous présenter, c'est qui Alassane Ndour? Merci beaucoup Pascal, bonjour à tous les téléspectateurs. Oui. Et merci aussi de m'avoir invité dans vos plateaux. Ouais, Alassane Ndour, c'est un ancien footballeur originaire du Sénégal, donc qui a été international dans son parcours et qui a joué dans quelques clubs en Europe, et qui a aussi fait sa reconversion au Sénégal, et voilà, donc un amoureux du football et de son pays. Carrément, effectivement. Ouais. Et donc, si aujourd'hui vous devez revenir sur votre début, comment ça s'est passé vos débuts? J'imagine que c'était pas évident, surtout en partant du Sénégal, c'est vraiment une atmosphère un petit peu particulière. Ouais. Donc, comment ça s'est passé vos débuts? Bah, comme tout début, hein, des débuts pas faciles parce que quand on a choisi à jouer au football, c'est toujours pas simple, surtout vis-à-vis des parents. Oui. Parce que voilà, c'est forcément le football n'était pas perçu comme aujourd'hui. Exactement. Le football était perçu différemment au vu des parents. Maintenant, oui, on mettait beaucoup plus en avant les études, ce qui est très important d'ailleurs, parce que l'éducation, c'est toujours la base de tout. Voilà, mais au fur et à mesure, j'ai réussi à convaincre les parents à me laisser faire ma passion, qui était le football. Et voilà, donc je pense que ça portait ses fruits. Et voilà, maintenant, au début, pas facile parce qu'il fallait trouver aussi des créneaux pour exercer cette passion qui était devenue après un métier, forcément. Voilà, avec un coup de chance aussi, faut le dire, quelqu'un qui a eu à voir certainement et apprécier mes talents et puis croire en moi, et rapidement je suis rentré dans le monde du football à l'AS Saint-Étienne en 1996, et à partir de là, je pense que la formation de base, la pré-formation, la post-formation, et puis rentrer dans le monde professionnel dès les années 2000. D'accord, voilà. D'accord. Super. Et donc j'ai pu remarquer que dans votre parcours, vous avez eu aussi à jouer dans les Navétanes, c'est ça? Oh non, Navétanes, c'est juste en cadet. D'accord. Voilà, Navétanes, juste en petit. Parce que c'était pas trop développé pendant ces temps, si, c'était développé. Mais bon, j'étais jeune aussi, donc je pouvais pas, je pouvais pas jouer en senior, mais j'ai joué en cadet juste une petite année. Et puis après, rapidement, je suis parti en France dans la foulée, quoi, pour intégrer le centre de formation de l'AS Saint-Étienne. Super. Et donc, comment vous avez su convaincre vos parents, et à partir de quel moment aussi que vous vous êtes dit, bon, bah là, il faut passer le cap de vraiment faire le football parce que c'est quelque chose qui vous passionnait et tout. À partir de quel moment vous avez pris cette décision de dire que voilà, c'est le bon moment, je fonce et puis je tourne pas la tête? Voilà, donc c'est vrai qu'après, dans le quartier, vous savez, hein, quand vous jouez au foot et que les autres apprécient votre talent, les autres vous disent que voilà, que vous jouez bien, et que voilà, que aussi forcément chaque match on sent la différence entre toi et les autres. Donc forcément, au fur et à mesure, c'est le bruit qui commence à courir dans le quartier, dans la zone pratiquement, parce que voilà. Après, mon papa ne connaissait pas peut-être certainement mes talents. On venait souvent lui dire, votre fils joue bien au foot. Mais à un moment donné, je pense que il a décidé de
d'y voir plus clair. Oui. Il est venu me voir Ok. un match un dimanche matin. Il s'est caché pour me regarder, voir Ah oui. vraiment s'il fallait vraiment s'attarder dans le football ou bien s'il fallait vraiment me donner ma chance, quoi. Et forcément, et donc voilà, après le match là, bon, je pense qu'il était convaincu que ça pouvait le faire, parce que bon, il a vu en moi certainement voilà, quelques attitudes et puis un peu de talent pour être humble. Et voilà, donc à partir de là, il a commencé à me pousser. Il a commencé voilà, quoi, vraiment m'encourager, à soutenir carrément, me soutenir. Donc dès qu'il y a eu cette opportunité aussi de partir en France pour aller faire des tests à la Saint-Étienne, donc mon papa, il n'a pas hésité. Bon, c'est vrai que c'était compliqué avec ma mère parce que j'étais très jeune. Et bon, mais après, il a réussi mon papa a réussi à convaincre maman pour me laisser partir, voilà, faire ma passion, vivre mon rêve. Et je pense que c'est ce qui a été bénéfique pour moi. Et à partir de là, donc la carrière s'est lancée automatiquement. Voilà. Exactement. Ouais. Exactement. Et donc moi j'ai envie de savoir est-ce que durant ces moments vous jonglez en même temps les études, le football, ou à partir du moment où vous vous êtes dit voilà c'était le moment de partir par exemple en Europe pour faire les tests et tout, est-ce que vous avez arrêté les études ou vous avez continué malgré que vous avez entamé les démarches, les tests et tout? Est-ce que vous avez continué les études ou pas? Ouais, bien sûr, oui, parce qu'en fait, quand tu vas en France, tu intègres le centre de formation, vous êtes en sport-études. D'accord. Sport-études, c'est-à-dire vous êtes au lycée et le matin, il y a l'école. Donc voilà, donc le matin à l'école jusqu'à midi, 13h, donc après au réfectoire, manger, et puis après l'après-midi, faire l'entraînement. Voilà, donc c'est vraiment sport-études. D'accord. Après, jusqu'à un certain moment, c'était compliqué pour moi parce que quand tu commences à atteindre un certain niveau et que tu commences à t'entraîner avec l'équipe professionnelle, l'équipe 1. Donc, tu as moins de temps parce que là-bas, souvent, c'est double entraînement le matin et l'après-midi. Donc, il faut trouver du temps pour, voilà, pour les études. Donc, à force de progresser sur le plan sportif, donc tu es obligé après de plus te focaliser sur le sport, sur la passion, le football. Voilà, mais bon, ça a toujours été bien aussi pour moi, et bénéfique aussi d'avoir fait des études, voilà, jusqu'à un certain moment où vraiment c'était serré, c'était compliqué, et puis il fallait faire le choix de continuer sur la passion du sport. Effectivement. Super. Donc j'ai pu remarquer que donc au début ici c'était un peu compliqué, donc c'était pas évident comme vous l'avez dit. Mais est-ce que vous avez vécu le racisme, étant donné que c'était la première fois que vous êtes ici pour jouer, pour vivre votre passion? Est-ce que voilà, le racisme était voilà, quelque chose que vous avez vécu arrivé sur place? Bien sûr, ouais, forcément, on l'a vécu, oui, moi je l'ai vécu, mais c'est des choses qu'on va continuer à voir parce que voilà, c'est comme ça, parce qu'il y a des gens qui comprennent rien, et surtout dans le sport où vraiment le racisme n'a pas sa place, parce que c'est un sport qui unifie les gens, c'est un sport ce football qui réunit, qui unifie les gens, donc oui, j'ai eu à subir tout ça, mais bon, ça nous a pas effleuré parce que on sait d'où on vient, on sait qui on est, donc voilà. Maintenant, après, ceux qui ont des problèmes personnels ou bien des problèmes mentaux, bah, c'est dommage pour eux. Mais oui, dans le sport, oui, je l'ai vécu aussi, ce fléau du racisme. Et donc, j'ai pu remarquer aussi que pour la plupart des jeunes aussi, qui viennent ici en Europe pour la première fois pour jouer ou pour suivre leur carrière professionnelle, au début, c'est mentalement, ils sont instables, on va dire, parce que tout simplement, ils ont laissé un quotidien au Sénégal, ils n'avaient pas l'habitude de vivre seuls, voilà, en solitude, on va dire. Est-ce que vous avez vécu aussi ce genre de choses? Ça vous a affecté le fait de vivre aussi loin de votre famille et tout? Comment ça s'est passé? Oui, c'est pas facile, c'est difficile, surtout quand
quand on arrive ici et qu'on est jeune, c'est pas facile. Maintenant, c'est un choix. C'est un choix de vie parce que quand tu choisis de faire un sport où voilà, où tu es un peu obligé d'être loin de tes parents, parce que la France, c'est pas la porte à côté. Maintenant, il faut se préparer mentalement, psychologiquement, à savoir qu'il y aura des moments de solitude, il y aura des moments où tu auras, voilà, ça te manque, ton quotidien sénégalais, africain, les amis, la famille et tout ça. Mais c'est des moments, je dis, passagers et qu'il faut gérer. Maintenant, après, quand on arrive ici aussi, on a une autre famille qui nous accueille, c'est-à-dire les amis, les coéquipiers, les amis. Et j'imagine qu'à l'intégration, ça s'est bien passé. Bah oui, bien sûr, oui, il n'y a pas de problème. Les coéquipiers, les dirigeants, donc nous ont bien intégrés. Donc après, c'est une nouvelle vie qui démarre, avec comme on dit, dans un nouvel environnement. Maintenant, il faut vivre sa vie de footballeur, et voilà, avec des nouvelles connaissances, avec un nouveau monde, avec voilà, de nouvelles personnes. Mais c'est toujours intéressant, et puis ça te ramène, ça te rapporte de la valeur ajoutée dans ta vie. Et c'est important aussi, ça te forge le mental de pas d'être loin de la famille. C'est pas évident. Ça te responsabilise, ça te donne encore beaucoup plus de force. Donc voilà, donc ça c'est des choses, ça c'est des choses qu'il faut bien gérer, mais il y en a qui le gèrent mal, il y en a qui voilà, donc qui ont du mal à se détacher de la famille au Sénégal. Donc souvent, quand ils viennent ici, ils sont pas vraiment à 100% de leur forme, parce que il leur manque ce côté familial, ce côté voilà, donc affectif qu'ils ont laissé au Sénégal. Et je trouve que c'est ça souvent le problème de certains Africains qui ont eu ce problème-là d'intégration, qui ont eu ce problème voilà, de se fondre dans dans la masse, et de s'adapter dans cette nouvelle aventure. Ok. Et donc moi j'ai envie de vous relancer. Est-ce que dans ce cas, l'équipe qui vous accueille, est-ce qu'il a, je sais pas, des accompagnements par rapport à ça, ou pour vraiment aider ces jeunes qui viennent de l'Afrique à pouvoir vraiment se sentir à l'aise, quoi? Absolument. Ça peut être, oui, ça peut être mené à une réflexion pour les équipes qui accueillent, parce que c'est pas évident. Maintenant, je pense que aussi c'est le joueur qui arrive qui doit s'intégrer dans cette nouvelle vie, parce que c'est vrai qu'il faut toujours des mesures d'accompagnement, parce que quand on arrive, on est jeune. Voilà. Mais ça, c'était avant, parce que mais maintenant, quand on arrive, on est majeur souvent, parce que avec la loi Bosman de la FIFA, donc les joueurs africains, quand ils arrivent en France, il faut qu'ils soient majeurs. D'accord. Ah oui. Voilà, d'accord. Maintenant, parce que nous, avant, on avait la chance de venir à l'âge de 15-16 ans et tout ça, intégrer le centre de formation. Maintenant, c'est 18 ans révolu. Voilà, donc 18 ans, tu es majeur, donc tu es un peu plus près qu'un jeune de 15-16 ans. Mais encore une fois, les mesures d'accompagnement, c'est bien, mais les Français, les Européens, ils recrutent les joueurs pour qu'ils jouent au football, donc pour avoir de belles performances, pour progresser, évoluer, et puis après, s'il y a lieu de faire un business, un transfert, des choses comme ça, voilà, quoi. Maintenant, moi, c'est vrai que si j'étais dans un club, voilà, je penserais à avoir ces mesures d'accompagnement auprès des Africains. Parce qu'il manque des fois auprès des Africains. Bah oui, bien sûr, il manque des fois, parce qu'eux, ils essaient de faire comme ils peuvent pour te mettre dans des bonnes conditions, mais certainement, ils n'ont pas les vraies réalités aujourd'hui. Ils ne connaissent pas carrément. Voilà, les vraies réalités aujourd'hui de ce que
ce garçon vivait au Sénégal, voilà, quel mode de vie, quel style de vie, l'attachement des parents et tout ça. Donc ils n'ont pas ces astuces-là. Okay. Après, est-ce qu'il faut faire venir un jeune enfant, un jeune joueur avec sa famille? Je pense que c'est quasi impossible. Donc est-ce qu'il faut un mentor à côté du jeune pour encadrer ça aussi? Est-ce que c'est pas autre chose? Encore, ben là, maintenant, je pense que d'où la loi Bosman qui voilà, interdit maintenant les jeunes de 16, 15, 16 ans à venir. Donc maintenant, il faut avoir 18 ans révolus pour venir intégrer les clubs de football en Europe. Et donc, comment ça se passe, par exemple, pour les écoles de foot qui sont au Sénégal, comme Génération Foot? Comment ça se passe, cette coopération, ou j'allais dire cette relation entre les écoles de foot qui sont au Sénégal, et y compris les clubs qui sont ici? Comment ça se passe, ces collaborations, les transferts de ces jeunes et tout? Non, mais c'est en fait, c'est des collaborations, des partenariats win-win. Le cas de Génération Foot, c'est le cas typique du partenariat win-win, parce que ils ont beaucoup investi au Sénégal. Ils sont en partenariat avec le FC Metz. Oui. Donc le FC Metz qui vraiment est l'un des premiers détonateurs dans ce secteur à s'affilier avec une académie. Et ça a porté ses fruits, parce que si vous voyez le nombre de joueurs que Génération Foot a sorti et transféré au FC Metz, il y en a une tonne, donc il y en a beaucoup, donc à l'image de Sadio Mané, à l'image de Ismaël Assar, Pape Matar Sarr, et j'en passe, hein, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup aussi qui sont arrivés là-bas et qui sont passés à côté, parce qu'il n'est pas dit juste que vous arrivez à Metz et que vous réussissez. Après, certainement, c'est un tremplin, parce que Metz n'est pas aujourd'hui le club qui joue le premier rôle en France. Maintenant, c'est un tremplin, c'est une transition entre le Sénégal et le monde du football professionnel ici en France. Beaucoup ont réussi, mais pas mal aussi ont échoué. Voilà, maintenant, moi je trouve que c'est une très bonne chose, parce que quand les clubs font des partenariats comme ça, donc il y a des très bonnes conditions au Sénégal, comme la Génération Foot, le club de Génération Foot, donc il y a vraiment tout ce qu'il faut dans le centre de formation, c'est pratiquement les mêmes standards qu'on trouve au FC Metz. Donc les joueurs sont dans de bonnes conditions, les joueurs sont préparés dans le monde professionnel. Donc voilà, et quand ils arrivent ici en France, ils sont carrément décomplexés, parce que ce qu'ils trouvent leur quotidien aujourd'hui à Génération Foot, c'est exactement la même chose qu'ils trouvent au FC Metz. Donc du coup, ça c'est très important, et c'est bénéfique pour les jeunes joueurs qui quittent le Sénégal pour aller en France. Donc je pense que, j'espère aussi qu'il y aura beaucoup plus de collaboration encore avec d'autres académies. Ça leur donnera la chance et les ouvertures, l'opportunité de transférer des joueurs, parce que quand on transfère un joueur, forcément il y a un gain financier derrière, parce qu'il y a des pourcentages pour le club formateur, pour tout ce qui est prime de formation et tout ça. Donc ça, c'est des choses aussi qui vont entretenir les académies à survivre, à se mettre au point pour le monde professionnel. Ok, super. Et donc moi, j'ai envie de vous demander, est-ce qu'aujourd'hui, le football, ça se passe très bien au Sénégal? Parce que par exemple, si je donne un exemple, on a remarqué qu'avant, vers les années 2000 et tout, il y avait plus de tests, il y avait plus d'écoles de football qu'on voyait un peu partout dans les quartiers. Maintenant, ça n'existe plus, on voit plus d'écoles de football, à part les grandes écoles comme que vous avez citées, les Génération Foot et machin. Donc aujourd'hui, est-ce que le football sénégal, ça marche quand même? Oui, ça marche, ça marche. Il y a quand même beaucoup d'académies, beaucoup d'académies. Je pense même que la fédération avait arrêté
de donner des licences aux académies, parce qu'il y en avait beaucoup. Oui. Bon, si vous voyez même, ça a porté ses fruits, parce qu'aujourd'hui, le football jeune a beaucoup triomphé, a beaucoup gagné au Sénégal, parce que en Afrique plutôt, parce que si vous regardez la CAN des U17, les U20, donc on a gagné pratiquement, voilà, presque tout, tout, on a tout raflé, tout simplement parce qu'il y a des académies et pratiquement toutes ces catégories-là sont fréquentées par des joueurs qui jouent dans des académies locales. Oui. Donc oui, forcément, ça marche, le foot jeune. Voilà, ça porte ses fruits, c'est en train de progresser, d'évoluer. Maintenant, après, on a un championnat local qui n'est pas aujourd'hui... très poussé peut-être. Voilà, je dirais c'est pas à l'image aujourd'hui des performances de l'équipe nationale 1. Parce que on a des académies qui sont dans le championnat local. Oui. Donc ça tire le championnat vers le haut, forcément, parce que on voit beaucoup de qualité dans le jeu. Mais on a encore du mal à faire bondir ce championnat local. Oui. Parce que si vous regardez, malgré avec toutes tous ces trophées que ces catégories ont eu dans ces 2-3 dernières années, on n'a pas vu des équipes locales aller très très loin dans les compétitions comme la Ligue des champions des clubs en Afrique. On voit souvent des équipes tanzaniennes, des équipes marocaines, des équipes sud-africaines. Mais aujourd'hui, le Sénégal, on a encore du mal à voir les équipes sénégalaises dans ces compétitions-là. Donc c'est ça un peu le souci, parce que, comme on dit, le football, ce n'est pas que l'équipe 1. Donc il y a le foot local, donc qui a du mal encore à triompher. Et ça, je pense que les dirigeants aussi ont quand même leur part de responsabilité là-dessus. Il doit falloir revoir tout ça, essayer de retravailler sur le foot local pour vraiment qu'on puisse voir enfin des équipes comme avant, parce qu'on voyait le Giraffe ou la Jeanne d'Arc dans le dernier carré, donc rivaliser contre les équipes marocaines ou bien contre les équipes camerounaises, tout ça. Donc, mais aujourd'hui, on voit plus ça. Donc, et donc, est-ce que j'allais dire, est-ce que aussi c'est pas la responsabilité aussi de la fédération aussi de bien sûr, ces équipes? Oui, la fédération est quand même, comme on dit, la fédération, c'est le patron, du football local. Maintenant, c'est tout un ensemble, c'est fédération, ligue, les clubs et tout ça. Donc, il doit falloir vraiment voir les stratégies, voir comment faire bondir encore ce football local qui en demande, parce que les talents sont là. Après, forcément, si sur le plan financier, économique, ce championnat n'arrive pas encore à percer, à avancer, à évoluer, parce que on a besoin aujourd'hui des économies, des finances pour faire évoluer un championnat, faire évoluer un sport. Si ces conditions ne sont pas réunies, ça va être difficile. Après, certains clubs, souvent, quand ils sont premiers du championnat ou bien deuxième du championnat et qui font un super parcours, après, l'année prochaine, souvent, ils perdent des éléments. Parce que le joueur qui va toucher 100 000 francs ou 150 000 francs, c'est vrai qu'ils ne sont pas très bien payés quand même. Ou 200 000 francs CFA, il va avoir une proposition en Tanzanie ou bien au Maroc, ou bien quelque part en Tunisie, il va aller, ou bien en Libye, ou bien, voilà, il y a plein de destinations, de nouvelles destinations qui attirent les joueurs africains, surtout sénégalais. Et souvent, quand ils ont des propositions à 1 million ou 2 millions, il n'y a pas photo, ils vont y aller, parce que, forcément, le choix est vite fait. Très bien. Donc, il faut voir
comment faire rester nos talents au Sénégal pour toujours rendre ce championnat local beaucoup plus attractif pour que les sponsors, pour que les investisseurs puissent venir mettre des billes, investir, pour que les télés internationales puissent venir aussi mettre les billes, pour que ce football soit beaucoup plus attractif et qu'on puisse maintenir nos talents au niveau du championnat local. Parce que sinon, c'est toujours rebolote. Vous faites une belle saison. Entre les deux championnats, vous avez perdu 3 joueurs qui sont partis en Tanzanie ou bien dans d'autres pays. Et après, forcément, le parcours en Ligue des Champions ne va pas être pareil parce que vous avez perdu pratiquement les meilleurs. Donc, il doit falloir réfléchir là-dessus, voir vraiment quelle stratégie faire pour maintenir vraiment les talents au niveau local. Exactement. Et donc, si aujourd'hui, vous devez me résumer peut-être les moments les plus mémorables de votre parcours, qui fait aujourd'hui que vous avez un excellent parcours, ce serait quoi? Oh, excellent parcours. Ouais, on est quand même fiers de notre parcours. Voilà, parce que en étant jeune, on a rêvé, on a essayé de faire, voilà, de surtout vivre nos rêves. Et qui nous aurait dit qu'un jour qu'on serait professionnel. C'est vrai que c'est pas évident, surtout venant du Sénégal. C'est pas évident. Tous les jeunes voilà, le Sénégal, quand même, c'est quand même un pays qui regorge de talent. C'est beaucoup de talent au Sénégal. Aujourd'hui, être professionnel n'est pas chose facile. Voilà, donc du début de la carrière jusqu'à la fin de la carrière, je pense qu'on a eu que de belles choses. Même si on a eu des choses un peu difficiles avec la blessure qui a été un frein. D'accord. Parce que j'ai eu une blessure au genou, un cartilage broyé, comme on dit. Voilà. Donc, ce qui m'a fallu arrêter parce que j'ai essayé d'aller dans des championnats un peu inférieurs, comme la Grèce, pour continuer la passion. Mais au fur et à mesure, on voit que pour être vraiment... Pour durer encore dans le football, il faut être à 100%. Donc, moi, je n'étais plus à 100% parce que j'avais un genou très diminué. Donc, il y a des choses que je ne pouvais pas plus faire. Et à partir de là, je pense qu'il fallait faire un choix d'arrêter la carrière. Et puis, j'imagine que c'était difficile quand même de prendre ce choix, de laisser quelque chose qui vous passionne. C'était pas facile. C'était pas facile. C'était pas facile, mais c'est comme ça. C'est vous savez, quand il faut faire des choix, il faut faire des choix et puis les assumer. Maintenant, tout est bénéfique parce que j'aurais pas pensé à en arriver à ce niveau-là. Voilà, donc c'est déjà pas mal. Maintenant, après, voilà, devant l'impossible en une tenue. Donc il fallait arrêter et puis penser à la reconversion. D'accord. Je pense que ça m'a permis aussi rapidement de voir ce que je voulais faire, de voir les orientations pour l'après-carrière, parce que la carrière c'est quelque chose, mais l'après-carrière aussi c'est... Parce que vous étiez préparé déjà... Donc il fallait se préparer rapidement, voilà, et puis décider de ce qu'on va faire, et c'est ça qui était pour moi le plus important. D'accord. Bon. Et donc là, aujourd'hui, si vous avez peut-être une anecdote marquante qui vous a beaucoup peut-être fait réfléchir et qui a fait que vous avez fait peut-être la différence sur le terrain, ce serait quoi? Une petite anecdote. Que ce soit au niveau de l'équipe nationale du Sénégal ou dans les clubs. Ouais, mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, en tout cas. Ouais, il y en a beaucoup à travers des clubs où j'ai fréquenté, à travers l'équipe nationale. Ouais, beaucoup dans l'équipe nationale parce que l'équipe nationale, surtout ma génération, 2002, c'est une très belle génération parce qu'avec de belles personnes que j'ai côtoyées. Des gens qui ont vraiment marqué l'histoire. Ouais, des gens qui ont marqué l'histoire et puis des gens humainement qui ont quand même voilà, été là et puis qui ont
tout simplement essayer d'écrire une page dans les archives, dans l'histoire du football sénégalais, africain. Et donc, oui, chaque jour, on peut penser à une chose, en rigoler, ou bien on peut penser à une chose tout en étant triste. Voilà, parce que dans ces générations-là, on a quand même perdu aussi voilà, vraiment des personnalités, j'appellerais ça, donc des gens vraiment qui ont été inspirants, qui ont été vraiment au cœur de cette réussite, parce que l'image de Pape Bouba Diop, qui est vraiment était vraiment une belle personne aussi, le détonateur du match Sénégal-France plutôt, qui a joué un rôle hyper important dans cette génération, et puis qui était juste une belle personne. Voilà, donc oui, des moments de tristesse parfois. On a vu aussi Jules François Bocandé, qui était notre idole quand on a commencé le football. Donc, qui n'est plus de ce monde. Bruno Metsu, qui était notre entraîneur, qui a été vraiment à la tête de cette sélection, qui a pu nous gérer, parce que c'était pas chose facile, c'était pas chose voilà, simple, parce que c'était une génération assez de joueurs assez caractériels. Il y avait des fougueux, il y avait des fous carrément, et c'est ce qui faisait voilà, qu'on avait une belle équipe quand même. Et il y avait des très calmes, voilà, de gens qui ne faisaient pas de bruit, donc il fallait gérer tout ça. Donc Bruno avait réussi vraiment à gérer tout ça. Et voilà, et à côté de ça, d'autres émotions, de moments vraiment de fou rire, où on est vraiment à fond dans nos bêtises, voilà, donc sur le terrain aussi, on a réussi à faire de belles choses. Donc oui, moi je dirais mes plus beaux moments, les plus beaux moments de ma carrière, c'était mes moments en sélection. D'accord. Et donc là, j'ai envie de vous dire, étant donné que le Sénégal était voilà, au quart de finale de la Coupe du Monde, comment vous l'avez vécu? Parce que surtout que c'était la première fois. Donc aussi, voilà, le Sénégal avait fait une très belle match. Donc comment ça s'est passé du point de vue au niveau du vestiaire après le match? J'imagine qu'il y avait un grand voilà, tout le monde est satisfait en tout cas. Donc, ah non, mais c'est les moments les plus les meilleurs moments de nos vies de footballeurs. Parce que vous savez, quand vous êtes gamin, vous rêvez, vous vous projetez dans des sphères inimaginables. Voilà, donc je me rappelle, on avait c'était des livres là où il fallait coller les noms de chaque joueur dans les sélections. Comme le Brésil, comme l'Argentine, comme le truc, donc il fallait coller Maradona ici, il fallait chercher d'autres photos, donc on s'échangeait les photos. C'est parce que souvent tu peux avoir deux photos du même joueur, donc l'autre n'a pas la photo du joueur, donc fallait échanger. Donc on jouait on faisait des jeux à ça, et à un moment donné, avec le cours de la vie, on se retrouve à avoir nos photos sur ces livres-là. Donc ça, c'est des choses dont on rêvait. Exactement. Voilà. Donc maintenant qu'on a vécu tout ça, je pense qu'on peut être que satisfait et être heureux d'avoir vécu ces moments-là. Oui, la Coupe du Monde reste la meilleure compétition du monde pour un footballeur, et surtout pour un jeune joueur africain. Donc arriver à ce niveau-là en quart de finale, c'est quelque chose de magnifique pour nous, le Sénégal, parce que c'était notre première participation. Donc il y a même des pays qui ne connaissaient pas le Sénégal. Donc on a réussi à mettre le nom du Sénégal dans
voilà, donc on a... C'est vrai que depuis ces moments, le Sénégal, il est connu maintenant donc, mondialement. Oui. Donc c'était important pour nous de nous faire connaître, de faire connaître notre pays, de faire que les gens s'intéressent à notre pays. Donc voilà, c'était important pour nous. Donc il fallait écrire vraiment cette page et c'était le meilleur moment de le faire. Exactement. Et donc aujourd'hui, si vous deviez faire peut-être une petite analyse ou voilà, essayer de voir par exemple en ce qui concerne le niveau de l'équipe au temps des années 2000 et maintenant, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé ou avant c'était mieux ou non, je ne vais pas dire avant c'était mieux, parce que le foot a évolué. Le foot d'avant n'est pas le foot de maintenant. Les règles même ne sont plus les mêmes. Voilà, nous, à notre génération, donc, on jouait le football de ce moment, du moment-là. Aujourd'hui, c'est plus le même football pratiquement. Avec, voilà, c'est même pas les mêmes joueurs. Ça reste le même sport parce que c'est le football, il y a un ballon, 11 joueurs ici, 11 joueurs là, avec des remplaçants et voilà, des entraîneurs. Maintenant, nous, en termes de jeu, c'est vrai qu'on ne pratique pas le même jeu que cette génération-là. C'est parce que forcément, oui, c'est pas les mêmes joueurs, c'est pas les mêmes physionomies, c'est pas la même génération. Ce qui est important et ce qu'on doit retenir, c'est que nous, on a fait le job, on a commencé, donc on a remis le football du Sénégal à sa place. Oui. Donc on a été finaliste de la Coupe d'Afrique au Mali, on a été quart de finaliste de la Coupe du Monde. Et nos jeunes frères, voilà, donc on fait mieux que nous. Donc sur le plan Afrique, forcément, ils n'ont pas été en quart de finale de la Coupe du Monde. J'espère qu'ils vont franchir ce palier-là. Donc ils ont été carrément comme on est détenteur du trophée en 2022 de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc je dis c'est la continuité de ce que nous on avait commencé. Et ça s'est fait au Cameroun, donc c'est le Cameroun qui nous avait battus. Donc c'est comme si c'était une petite revanche, même si on n'a pas joué contre le Cameroun, on a joué contre l'Égypte. Mais c'était important pour nous de voir nos jeunes frères brandir le trophée. Et c'était comme une consécration. Donc on a commencé et ils ont terminé le travail. Donc ça, c'est très bien. Exactement. Ouais. Et donc, comment ça s'est passé aussi, cette transition, le fait d'être retraité au football? Donc, est-ce que c'était difficile? Ça s'est bien passé, cette transition? Oui, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Le foot, oui. Ça s'est bien passé. Bon, voilà, donc... J'imagine que c'est un moment triste aussi pour vous. Non, c'est pas... Oui, c'est triste, mais en même temps, c'est... Voilà, quand la cloche, quand la cloche retentit, il faut le faire. Donc, c'était pas simple, mais c'était bien faisable. Il fallait réfléchir, voir quelle trajectoire maintenant prendre. Et c'est cette chose qui a été faite. Et voilà, moi j'ai voulu toujours rester dans le football parce que c'est ce que j'ai connu, c'est ce que j'ai pratiqué, c'est ce que j'ai envie de faire. Donc en tant que manager, en tant qu'acteur dans le football, parce que il y a beaucoup de choses qui se passent autour du football. C'est le terrain, mais sur la périphérique, il y a quand même beaucoup de choses. Donc j'ai voulu passer mon diplôme de master MBA en management du sport. C'est ce que j'ai fait, que je retournais sur les bancs. À vraiment apprendre ce qui se passe vraiment dans le football en profondeur, c'est-à-dire dans les bureaux, sur le plan marketing, voilà, organisation, merchandising, qu'est-ce que vraiment un match de football nécessite, voilà, qu'est-ce qu'on peut apprendre sur les relations employés-employeurs dans le football. Donc ça veut dire que le football, il est vraiment là, c'est pas que sur le terrain. Voilà, qu'est-ce qu'une fédération doit faire pour les clubs, pour les joueurs, qu'est-ce qu'une ligue doit faire. Donc
toutes ces connaissances-là qui sont, voilà, qui sont dans cette formation-là pour vraiment nous donner tous ces outils pour rester encore dans le football et pour aussi ramener une valeur ajoutée. Donc ça, c'était important pour moi de repartir travailler tout ça pendant 2 années. Donc c'est chose qui a été faite et j'ai eu mon MBA en management du sport. Et ça nous donne des opportunités à travailler dans les fédérations, dans les clubs, avec les joueurs, dans les entreprises, dans les comment on dit, instances aussi internationales comme la CAF et la FIFA. Donc toujours rester dans dans l'écosystème, dans le monde du football. D'accord. Et donc est-ce que aujourd'hui vous travaillez étroitement avec l'équipe du Sénégal ou ça se passe comment ces relations, que ce soit l'équipe nationale du Sénégal ou la fédération? Est-ce que vous travaillez réellement sur des projets ensemble? Non, je travaille pas étroitement aujourd'hui avec l'équipe nationale. Mais moi, je ferme pas de porte. Je suis sénégalais. Je suis toujours là pour servir mon pays comme j'ai eu à le faire en tant que joueur. Il y a des gens qui sont là-bas, qui sont en train de faire le job et qui le font bien. Donc voilà, maintenant après, on verra bien dans les années qui vont arriver. Maintenant, voilà, maintenant je suis là, je travaille dans mon petit réseau, je suis consultant aussi avec la CAF. D'accord. Et avec aussi certaines structures avec qui voilà, donc je donne des conseils, avec des joueurs aussi avec qui je travaille. Donc voilà, j'ai mon réseau. Je travaille aussi avec l'UNFPA. D'accord. Qui est en démembrement des Nations Unies sur des stratégies de sport, voilà, de football, par rapport à des thèmes bien précis, des thèmes d'actualité comme le maintien des filles à l'école, comme the woman empowerment. Donc on est en train de travailler là-dessus, vraiment apporter notre touche en tant que sportif et puis faire passer des messages donc aux Africains, donc dans les pays du Suède, pour un peu vraiment densifier la communication. Donc je suis à la tête de ça sur le plan sportif, donc consultant là-bas. C'est pas mal. Donc je suis toujours en train de continuer à être un acteur parce que c'est un choix de vie. Du foot, voilà, donc un acteur, créer du contenu, essayer d'aider ces structures-là à atteindre leurs objectifs et puis essayer d'évoluer dans ce secteur. D'accord. Et donc aujourd'hui, pour un jeune qui aimerait peut-être se lancer dans le métier de consultant, c'est quoi exactement le métier de consultant? Comment ça se passe? Quel diplôme il faut pour peut-être voilà, un jeune qui aimerait se lancer un jour? Comment ça se passe? Ce diplôme-là comment on dit, de MBA, donc management du sport, donc qui est un diplôme assez intéressant. C'est un bac+5. Oui, d'accord, ok. Ouais, c'est un bac+5, donc c'est quand un même diplôme pas mal d'années, c'est quand même pas donné. J'imagine que c'est pas évident aussi de retourner. C'est pas évident de retourner, voilà, sur les bancs, mais tout est une question de motivation. Vous savez, quand vous avez été footballeur, il y a eu des moments très difficiles dans votre carrière qui a fallu que tu remontes. Maintenant, voilà, il y a des procédures, il y a beaucoup de choses à apprendre. Donc, mais c'est ouvert à tout le monde. Donc, les gens qui veulent venir se perfectionner dans le monde du sport. Donc, je pense que voilà, la voie est libre. En tout cas, c'est un bon moyen d'acquérir certaines connaissances dans le sport et puis surtout d'évoluer dans le sport à travers voilà, des formations, à travers pas mal de choses. Mais en tout cas, pour moi, je ne regrette pas. Au contraire, ça m'a permis, ça m'a ouvert beaucoup de portes sur le plan sportif dans le continent africain. Donc après, avec le vécu sur les terrains, l'expertise et l'expérience, donc ça nous aide encore plus
à rester dans ce secteur. D'accord. Et donc, moi, j'ai envie de dire, par rapport à votre parcours, qui est d'ailleurs très inspirant, est-ce qu'aujourd'hui, vous ambitionnez de devenir peut-être coach de l'équipe nationale du Sénégal ou peut-être d'être président de la fédération du Sénégal? Est-ce qu'aujourd'hui, ça fait partie aujourd'hui de vos objectifs ou voilà, de vos buts? Bon, on ne sait jamais. Mais Surtout déjà, par rapport à votre parcours. Déjà, Qui est très excellent. moi, je suis pas coach. Donc, ce diplôme, il n'est pas un diplôme de coach. D'accord. Donc, il faut que ce soit clair. Donc, pour le moment, je n'ai pas l'ambition. Je dis bien pour le moment, j'ai pas l'ambition d'être un coach. Mais après, ce qui est de la fédération sénégalaise de football, oui, bien sûr, on veut toujours servir, voilà, que je sois un agent de la fédération, que je sois président de la fédération, c'est toujours bien. Mais voilà, chaque chose a son temps. Aujourd'hui, on est en plein apprentissage, on est en plein aujourd'hui développement dans ce secteur de progression. Maintenant, on ferme aucune porte, parce que si c'est pour servir, encore une fois, le football sénégalais, Vous êtes partant. On est partant pour cela. Maintenant, on ne va pas, on dit, griller les étapes. C'est étape par étape. Maintenant, on est en phase d'apprentissage, en phase de développement. Jusqu'au jour où on sera sur autre chose, bah, on assumera et puis on avancera, quoi. Ouais, parfait, nickel. Et donc là, si on devait parler du point de vue général, quels sont les points positifs et négatifs pour le football moderne du point de vue voilà, de tout, dans son ensemble en fait, quelle analyse vous ferez ouais, les points positifs. Est-ce que ça se passe bien? Ouais, il y a des nouvelles règles. Oui, parfois, surtout les règles de la VAR. Oui, oui. Est-ce que d'ailleurs vous trouvez ça important ou pas? C'est vrai que c'est vrai que il y a moins d'erreurs, parce que on se dit que voilà, l'action se fait retransmettre dans les coulisses pour voir vraiment s'il y a faute ou s'il n'y a pas faute. Donc il y a moins d'erreurs forcément. Donc la décision va être prise rapidement par l'arbitre. Mais voilà, donc en connivence avec les gens qui sont derrière voilà, dans le camion, ou bien derrière les ordinateurs, pour voir vraiment s'il y a faute ou pas. Mais ça casse un peu le rythme du match, parce que pendant ce temps-là, les joueurs sont là en train d'attendre le verdict. Bon, après, oui, je trouve que ça a apporté quelque chose d'autre, mais ça casse un peu le rythme. C'est vrai qu'avant, il y avait quand même beaucoup de matchs où il y avait des erreurs. Et ça faisait. Voilà, donc arbitrage. C'est vrai que oui, mais. Ça diminue quand même un petit peu. Ça change un peu, ça dénature un peu voilà, la physionomie du jeu, tout ça. Parce que nous, on aimait bien quand c'était spontané. Bon, l'arbitre a sifflé, bah, il a sifflé, c'est le mec du terrain. Bah, il s'est trompé, bon, on verra ça après, au ralenti, après dans les vestiaires. Mais c'est sûr que, voilà. Mais maintenant, il faut attendre. Parfois, ça peut durer 5 minutes. Des fois, ça peut vraiment durer. Oui, ça casse un rythme. Donc, les gens, on est là, l'adrénaline descend. Donc, mais bon, c'est comme ça. C'est la FIFA, c'est les nouvelles règles. Donc, nous, on est obligé d'appliquer et puis de nous mettre aux normes. Mais c'est vrai qu'il y a quand même ces points, ces points positifs et ces points négatifs. Exactement. Super. Et donc, aujourd'hui, est-ce que vous avez un conseil à donner aux jeunes qui aspirent à atteindre l'excellence dans le domaine du football?
Ben, Surtout que à ce que j'ai pu remarquer, vous êtes très proche de cette nouvelle génération, que ce soit dans les réseaux sociaux et tout. On vous voit partout, donc voilà. ouais, Est-ce que ouais, vous avez des conseils à leur donner oui, oui, bien sûr. On a toujours des conseils parce que c'est normal quand on a vécu en sport vraiment au niveau de l'excellence. Oui. Mais oui, on doit transmettre parce que c'est important de transmettre. C'est très important. Maintenant, ce que je dis aux jeunes, c'est de croire en eux, de croire à leurs rêves, parce qu'il faut rêver, le rêve est permis, c'est important parce que nous tous, on a rêvé jusqu'à en arriver là. Ouais. Il faut continuer à rêver, mais par contre, il faut se mettre tous les atouts et c'est les chances de son côté, parce que si on ne se projette pas, on va pas aller loin. Exactement. Ouais. Voilà, maintenant, il faudra comme on dit, il faudra pousser, il faudra vraiment faire les choses vraiment de manière positive. Il faudra bien s'entraîner, bien récupérer. La récupération, l'alimentation, ça c'est les choses, je veux dire, les choses très très importantes pour la réussite d'un joueur de football. Oui, 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 oui. L'entraînement, c'est important. D'accord, ouais. C'est hyper important, l'entraînement. Mais la récupération, l'alimentation. C'est toutefois voilà, c'est très, 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 très important. Donc, ça, on appelle ça la préparation invisible. D'accord. Donc, c'est des choses, forcément, que les autres ne voient pas, mais c'est des choses vraiment du sportif. Voilà, si vous voyez aujourd'hui la longévité de certains grands joueurs, il ne faut pas se poser de questions. Il faut savoir que ces joueurs-là, ils ont comme on dit, ils récupèrent bien, ils s'entraînent bien, et ils mangent bien aussi. Ouais, j'imagine. Voilà, donc manger bien, c'est vraiment diététique parce que un sportif de haut niveau ne peut pas avoir un certain un certain taux de comment on dit, cholestérol dans son j'imagine que pour les équipes il y a quand même un suivi. Voilà, il y a un suivi, bien sûr, il y a un suivi, donc il y a une fiche, il y a faut manger des féculents, faut manger voilà, donc c'est interdit de manger trop gras. Donc voilà, éviter les boissons gazeuses. Donc tout ça, c'est dans les fiches des joueurs professionnels, même amateurs, hein, qui aujourd'hui qui veulent avoir comme on dit, une très bonne santé dans le sport. Donc cette préparation invisible, elle est hyper importante. Et puis voilà, comme je disais auparavant, il faut rêver, il faut respecter les temps d'entraînement, les temps de récupération, et puis voilà, donc continuer à exercer son métier et surtout aussi écouter les anciens, parce que souvent, nous, les erreurs qu'on a eu à faire, on ne veut pas que la nouvelle génération voilà, puisse faire les mêmes erreurs. Donc, être humble et puis être à l'écoute toujours aux anciens qui peuvent souvent donner des bonnes orientations, donner de très bons conseils. Exactement. Ouais. Donc, pour ça, est-ce qu'il y a-t-il des qualités intrinsèques, des qualités nécessaires pour être un bon footballeur? Ah, pour être un bon footballeur, oui, les qualités nécessaires, c'est souvent les qualités d'écoute. D'écoute, ouais, d'accord. Qualité d'écoute, et puis voilà, le fait de toujours vouloir pousser le bouchon, parce que les athlètes, c'est ça, en fait, c'est le corps, en fait, il te répond toujours. Quand tu lui demandes de pousser, et il s'adapte. D'accord. Voilà, parce que c'est pas toujours qu'on est fatigué qu'on doit s'arrêter. Voilà, ok. Parce que quand on est fatigué, qu'on s'arrête, bah, le jour du match, quand tu es fatigué, bah, tu vas t'arrêter. Ouais, donc souvent on dit qu'il faut pousser, il faut puiser les réserves, il faut pousser vraiment les bouchons pour vraiment habituer le corps humain à l'effort, à la fatigue. Ouais. Et souvent même, c'est pendant que tu sois fatigué là, c'est là où on a vraiment besoin de voir. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait la différence. Voilà, est-ce que ce jour-là peut s'adapter et peut évoluer même dans la fatigue. Est-ce que ce jour-là peut encore
faire des efforts même dans la fatigue. Donc c'est là où vraiment le nouveau joueur, le jeune joueur doit développer ces facteurs-là, parce que c'est des facteurs hyper déterminants pour la réussite d'un joueur. Il faut vraiment pousser le bouchon, vraiment être en mesure de travailler même dans la fatigue. C'est vrai. Donc ça c'est physionomique, ça c'est des choses physiques et tout ça. Mais après derrière, encore une fois, la préparation mentale, être à l'écoute, voilà, des anciens, voilà, de son coach, de son staff. Et voilà, je pense qu'après aussi le plus important, c'est de faire aussi ce qu'on aime. Oui. C'est de prendre du plaisir dans ce qu'on aime. D'accord. Voilà, parce qu'avant tout, c'est un sport. Avant tout, c'est un jeu. Donc, ça ne peut pas dépasser un jeu. Ça ne peut pas dépasser le sport. Donc, quand on a du talent, quand on s'est bien préparé, maintenant, il faut prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Ouais. Et donc, est-ce que vous pensez que cette nouvelle génération, par exemple, comme les Pape Matar Sarr et autres, est-ce qu'ils ont ces qualités d'après vous? Est-ce qu'il leur manque quelque chose ou d'après vous, tout se passe bien, tout est parfait? S'ils n'ont pas ces qualités-là, ils ne peuvent pas évoluer dans le monde sportif, dans le très haut niveau. Voilà, vous avez dit Pape Matar Sarr, il joue à Tottenham. Si vous n'avez pas ces qualités-là, vous ne pouvez pas jouer à Tottenham, parce que Tottenham fait partie des meilleurs clubs de la Première Ligue. Donc un joueur comme lui, oui, que je trouve très bon, qui a beaucoup progressé depuis ses débuts à Génération Foot, en passant par Metz. C'est un joueur aussi qui est en train de progresser, parce qu'il a encore une bonne marge de progression. Donc je pense que voilà, c'est un bel exemple pour cette nouvelle génération qui est en train de monter, d'évoluer, de progresser. Donc, en espérant qu'on va continuer encore à le voir en forme, à le voir persévérant et à le voir décisif aussi pour le Sénégal. Et donc, est-ce que par exemple, si je devais parler par exemple de Sadio Mané, est-ce qu'il est temps peut-être qu'il laisse la place aux jeunes, ou il a toujours sa place dans l'équipe nationale vu qu'il prédomine presque sur tous les matchs et tout? Donc, est-ce que vous pensez qu'il est temps peut-être pour lui de laisser encore plus la chance aux jeunes générations? Bah non, Sadio Mané, il est encore performant. Il joue dans un championnat où il côtoie Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Oui, des grands joueurs. Ouais. Voilà, donc il met encore ses buts. C'est encore notre Sadio Mané. Hein. Moi, je trouve que il en a encore dans les. À prouver. Voilà, dans les, comment on dit, dans les jambes. Maintenant, est-ce qu'il faudra le gérer comme on dit, comme on le gérait avant? Est-ce qu'il faudra, comme on dit, l'utiliser comme on l'utilisait avant? C'est ça. Maintenant, après, il faudra voir la façon de le gérer, de gérer son temps de jeu. Mais attention, hein, il reste quand même, moi, je dirais, notre meilleur joueur, hein, donc qui a encore quelques années avec l'équipe nationale, ne serait-ce même que d'encadrer, accompagner les jeunes, tout en étant, comme on dit, performant sur le terrain. Je trouve qu'il est encore performant sur le terrain. D'accord, d'accord. Ouais. Et donc, si on revient un petit peu à votre carrière, est-ce que auparavant vous aviez un idole, quelqu'un qui vous motivait à vraiment faire le football ou à exceller dans ce domaine? C'était qui votre idole? Ouais, j'en ai vu beaucoup. Hein. Dès qu'on regardait un joueur, on aimait. Ouais, j'aimais beaucoup de joueurs. J'ai même aimé beaucoup d'attaquants. Or que je n'étais même pas attaquant. Oui. Maintenant, il y a des joueurs. Oui, comme quand j'étais plus jeune, j'aimais bien Patrick Vieira, parce qu'on était un peu dans le même grand, tout ça, milieu de terrain. Voilà, mais Redondo aussi, c'était quelqu'un que j'aimais bien, parce que comme j'étais gaucher comme lui, je suis gaucher comme lui, parce que voilà, il développait une certaine aisance technique et une certaine élégance sur le terrain.
joueur très technique. Oui, Redondo, ça faisait partie des joueurs que j'aimais bien. Mais après, moi, dans l'ensemble, j'aime, j'ai aimé tous ces sportifs qui ont des valeurs. Aujourd'hui, si j'avais un seul sportif à choisir, c'est même pas un footballeur, c'est un basketteur, c'est Michael Jordan. D'accord. Pour moi, c'est le sportif qui a, je dis, qui aujourd'hui a un rôle modèle par rapport à sa carrière, où il a été excellent du début jusqu'à la fin. Et après l'après-carrière même, on voit que c'est un joueur, c'est encore un grand patron dans le monde du basket, dans le monde du business, du sport. Donc ça, c'est vraiment un modèle qui vraiment... que je regarde avec beaucoup d'attention, voilà, parce que voilà, c'est ces gens de personnes, de sportifs qui sont inspirants et qui vraiment méritent... Et qui ont d'ailleurs vraiment marqué l'histoire. Marqué l'histoire, ils méritent d'être en lumière, donc ils méritent d'être mis en lumière. Donc oui, si j'avais un sportif vraiment que je devais choisir, qui a été un modèle et qui continue encore à briller, c'est Michael Jordan. Super. Et donc, on a pu remarquer aussi que vous étiez très très proche de Samuel Eto'o. C'est quoi votre relation avec lui? Oui, Samuel, oui, on est très proches, toujours hein, d'ailleurs. Oui, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, avec qui on a beaucoup cheminé. On a parcouru l'Afrique suite à des représentations parce qu'à un moment donné, on a beaucoup travaillé. J'étais un peu, je dis, son agent sur le plan image, parce que ça a commencé suite à un partenariat qu'on avait avec une marque sud-africaine. Donc, ce qui nous a permis un peu de voyager, de bouger un peu ensemble, voilà, d'aller travailler dans la zone. Et à travers ce partenariat, nous avons tissé des liens d'amitié. Et donc forcément, il a vu que bon, forcément j'étais quelqu'un de voilà d'abordable et puis quelqu'un voilà d'ouvert pour une amitié. Et pareillement, j'ai vu quelqu'un de gentil, de sympathique, de professionnel et surtout d'ambitieux. Et voilà, donc on se parle beaucoup. Nos familles même se connaissent. Je connais très bien sa femme et tout ça, donc ses enfants. Et souvent, quand on a l'occasion de se voir, on n'hésite pas. Puis souvent aussi, qu'on a l'occasion de se parler sur des sujets, on n'hésite pas. Donc, s'il faut des conseils, on n'hésite pas, et vice-versa. Donc, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup. Qui est très ouvert aussi. Qui a une bonne personnalité, puis qui a aussi de l'amour pour ce continent. Oui. Et surtout pour son pays, le Cameroun. Surtout, oui. Et donc, est-ce que durant votre carrière, vous avez pensé à un moment donné à arrêter ou abandonner le football? Non, pas arrêter, pas abandonner. Pourquoi? On ne peut pas abandonner son rêve, sa passion comme ça. Donc, quand il y a eu des moments difficiles, des moments de galère ou bien des coups de mou, comme on appelle ça, voilà, on s'est remis au bon Dieu parce que nous sommes des croyants, moi personnellement. Et voilà, c'est des choses qui nous aident et qui nous font grandir. Et qui nous font grandir en même temps, qui nous voilà, qui nous aident à franchir certains paliers ou bien à sortir dans certaines zones noires. Et voilà, donc c'était important pour nous quand c'est comme ça de tout remettre encore au bon Dieu, de prier à ce que ces choses soient juste passagères et qu'on puisse retrouver notre tête à 100% et retrouver le corps et puis exercer notre métier qu'on a choisi.
Exactement. Ouais. Et donc, voilà, l'émission tire à sa fin, mais Ouais. j'aimerais quand même qu'on parle un petit peu du social. Donc, on a pu remarquer que depuis 2010, vous avez créé Marmite du Cœur, et donc qui fait vraiment d'excellentes choses, surtout au Sénégal, que ce soit dans les régions qui sont très poussées et tout. Donc, on a vu de bonnes choses. Comment ça s'est passé? Pourquoi vous avez créé voilà, ce projet? Ouais, donc oui, oui, Marmite du Cœur. Voilà, en 2010, nous avons créé Marmite du Cœur avec Mustapha, un ami Oui. artiste, compositeur du groupe Dabrens. Donc c'est vrai que Mustapha, c'est un ami d'enfance. Il habite à Dakar. Il habitait à Dakar comme moi, Liberté 5, moi Liberté 6. Et nous nous sommes côtoyés et puis voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire pour le Sénégal. Parce que c'est vrai qu'on a eu deux carrières un peu atypiques, lui dans la musique, moi dans le sport. Oui. Et nous avons créé cette association-là, Marmite du Cœur, qui est le sport et la musique au service du social. Et nous nous sommes inspirés des Restos du Cœur, tout simplement parce que nous avons été en France pratiquement nos carrières, professionnelles, je dirais, on l'a fait en France. Et on s'est dit pourquoi pas créer quelque chose qui va impacter le Sénégal. Parce que le social, aujourd'hui, c'est quelque chose de très important. Ouais. Et je pense que le Sénégal en a beaucoup plus besoin. Je dirais pas beaucoup plus besoin que la France, mais le Sénégal a quand même besoin de ce social-là. Parce que sans social, on peut pas faire grand-chose. Et voilà, donc nous avons créé ça et sous forme de caravane sociale où on fait le tour. On a commencé par Dakar parce que on n'avait pas les gros moyens. Oui. Et après, ça a commencé à prendre vraiment de l'ampleur. Cette chaîne de valeur. Et après, tout simplement, on a commencé à faire vraiment les régions sous forme de repas publics. Oui. C'était ça en fait, avant Covid. Oui. Donc on faisait vraiment des repas vraiment publics. Et à travers ces repas-là, on pouvait discuter avec les gens, échanger, voir un peu leurs problèmes, et essayer de trouver des solutions. Et connecter aussi les gens à travers un repas. Vraiment bien mettre en lumière les personnalités qui venaient aussi avec les populations urbaines à discuter, à échanger, à essayer de voir des points où les gens pouvaient quand même les aider. Donc on créait cette chaîne de valeur-là et ça se passait super bien jusqu'au Covid 2020. Donc on a changé le concept où on est plutôt parti sur des denrées alimentaires qu'on donnait aux familles. Et aujourd'hui, on remercie le bon Dieu parce que ça a atteint un niveau vraiment assez important. Ça a eu une grande ampleur, en tout cas au Sénégal, et surtout que ça a été diffusé dans une télé de la place tout le temps. Donc, tout le temps. Vraiment apprécié par toute la population aussi. Pour tout le Sénégal, même pour l'Afrique, parce que à partir de là, on a quand même d'autres associations se sont inspirées à nous. Et donc, ils font à peu près la même chose. Et ça crée une bonne chaîne de valeur, un élan de solidarité qui est assez important. Et tout ça, c'est au profit du Sénégal. Et donc, c'est une certaine fierté que je parle de cette association-là parce que ça a créé un élan de solidarité extraordinaire au niveau du Sénégal. D'accord. Et donc, aujourd'hui, quel serait votre message à l'encontre de vos fans ou à l'encontre des jeunes qui vous suivent aujourd'hui? Quel serait votre message vis-à-vis d'eux? Juste, il faut continuer à rêver. Il faut continuer à rêver, il faut pas désespérer, il faut suivre ses instincts. Et puis, il faut continuer à apprécier les moments et puis à ne pas se tromper d'objectif,
ne pas vouloir aussi aller plus vite que la musique. Donc, c'est pas parce que on est sur Instagram, on est sur Facebook, on est sur les réseaux sociaux. Dès qu'on voit une star, on veut faire comme la star. Parce que cette star-là, ou cette personnalité-là, elle a eu quand même un parcours pour en arriver là. Maintenant, il faut respecter ces fondamentaux-là. Il ne faut pas aller plus vite, vouloir aller plus vite que la musique. Donc, être soi-même, rêver, travailler pour arriver à un certain niveau. Donc je pense que moi c'est le seul message que j'avais pour ces jeunes. Donc ne pas désespérer, toujours continuer à vouloir franchir les paliers, aller de l'avant et puis tout en respectant les fondamentaux. Exactement. Donc, en tout cas, merci d'avoir regardé cette émission. Donc, aujourd'hui, on avait le plaisir d'avoir sur le plateau Alassane Dou, qui a eu un parcours très inspirant, mais aussi très excellent. Et donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci.